Parfois, nos plus grandes victoires deviennent nos plus lourds fardeaux, non pas parce qu'elles nous écrasent, mais parce que nous refusons de croire que nous les méritons. Cette histoire est celle d'une femme qui avait le don extraordinaire de transformer les échecs en réussite, mais qui fuyait systématiquement le moment où ses efforts portèrent leurs fruits. Une leçon bouleversante sur la façon dont nous sabordons notre propre bonheur par peur de ne pas être à la hauteur de nos propres miracles. Marguerite Delacroix avait toujours eu cette particularité troublante. Elle excellait dans l'art de faire briller les autres, mais s'éclipsait dès que la lumière commençait à les éclairer. À 32 ans, elle en était déjà à sa 8e démission. 8 écoles différentes, 8 groupes d'élèves transformés, 8 fuites inexpliquées au moment précis où ses méthodes pédagogiques révolutionnaires commençaient à porter leurs fruits. Sa réputation la précédait désormais dans les couloirs de l'éducation nationale. « Ah, Marguerite Delacroix !» soupirait-on dans les bureaux rectoraux. Une enseignante géniale, mais complètement imprévisible. Elle arrive, fait des miracles avec les cas les plus désespérés, puis disparaît comme si elle avait peur de son propre succès. Et c'était exactement cela. Marguerite avait peur de son propre succès. Tout avait commencé 20 ans plus tôt, dans une classe de CM2 d'une banlieue difficile de Lyon. Fraîchement sortie de l'école normale, Marguerite avait été affectée à ce qu'on appelait euphémiquement la classe poubelle, ces élèves que le système avait déjà étiquetés comme perdus. Kevin qui ne savait pas lire à 10 ans, Samira qui se battait contre tous ceux qui tentèrent de l'approcher, Thomas qui n'ouvrait jamais la bouche sauf pour insulter. Au lieu de voir des cas désespérés, Marguerite avait vu des diamants bruts. Elle avait développé une méthode unique. Plutôt que d'enseigner les matières de façon cloisonnée, elle créait des projets transversaux qui donnèrent du sens à chaque apprentissage. Kevin avait appris à lire en écrivant des lettres à son grand-père hospitalisé. Samira avait canalisé sa colère en devenant la rédactrice en chef d'un journal de classe qui dénonçait les injustices. Thomas avait découvert sa voix en récitant des poèmes qu'il avait lui-même composés. Les résultats avaient été spectaculaires. En 6 mois, sa classe était passée d'avant-dernière à première du département. Les parents, d'abord sceptiques, étaient devenus en masse aux portes ouvertes, ébahis de voir leurs enfants difficiles présenter des exposés brillants, réciter des fables avec passion, résoudre des problèmes mathématiques complexes avec un sourire. C'est là que tout avait basculé. Le jour où l'inspectrice académique était venue la féliciter personnellement, proposant de faire de sa classe un modèle pilote pour toute la région, Marguerite avait senti une panique incontrôlable l'envahir. Cette reconnaissance, ces éloges, cette admiration dans les yeux de ses collègues, tout cela lui semblait usurpé. Comme si elle était une imposteuse qui allait forcément être démasquée. « Je ne mérite pas tout cela », s'était-elle répétée en boucle cette nuit-là, incapable de dormir. « C'est de la chance, rien de plus. Bientôt, ils vont se rendre compte que je ne suis qu'une enseignante ordinaire qui a eu un coup de chance extraordinaire. » Le lendemain matin, elle avait déposé sa lettre de démission sur le bureau de la directrice et était partie sans un mot d'explication, laissant derrière elle des élèves qui l'adoraient et des collègues stupéfaits. Kevin avait pleuré pendant des semaines. « Pourquoi elle est partie, maîtresse Marguerite? C'est de ma faute ?» avait-il demandé à sa remplaçante, qui ne savait que répondre. Mais Marguerite était déjà loin, ayant postulé dans une école de montagne isolée, persuadée qu'elle ne reproduirait jamais ce miracle accidentel. Pourtant, l'histoire s'était répétée. Dans cette petite école de village, elle avait transformé une classe multiniveau considérée comme ingérable en une véritable ruche d'apprentissage. Puis dans un collège de banlieue parisienne où elle avait réconcilié des adolescents en décrochage avec l'école. Puis dans un lycée technique où elle avait motivé des élèves de filières professionnelles à poursuivre leurs études. Chaque fois, le même schéma, l'arrivée discrète, la transformation progressive, les résultats éblouissants, la reconnaissance et la fuite. « Vous savez, ma chère Marguerite, » lui avait dit un jour le proviseur d'un de ses anciens établissements, qu'il avait retrouvé par hasard dans un café, « vous me rappelez ces artistes qui détruisent leurs œuvres par peur qu'elles ne soient pas assez parfaites. Sauf que vos œuvres, ce sont des vies humaines que vous transformez. » Cette phrase l'avait hantée pendant des mois. Des vies humaines. Elle n'avait jamais pensé à ses élèves comme à des œuvres d'art, mais l'image était juste. Chaque enfant qu'elle aidait à s'épanouir était effectivement une création unique, un chef-d'œuvre de patience, d'ingéniosité et d'amour.
Alors pourquoi fuyait-elle systématiquement le moment de contempler ses créations abouties? La réponse lui était venue un soir d'automne, alors qu'elle préparait sa 9e démission. Cette fois, elle enseignait dans une école primaire d'un quartier défavorisé de Marseille. Sa classe de CE1 était composée majoritairement d'enfants d'immigrés, dont beaucoup ne parlaient pas français à la maison. Luna, une petite fille de 7 ans d'origine syrienne, était arrivée en cours d'année sans connaître un mot de français. Marguerite avait développé pour elle un système d'apprentissage par l'art. Dessin, musique, théâtre gestuel. En quelques mois, Luna était devenue non seulement bilingue, mais aussi la petite star de l'école, récitant des poèmes dans les 2 langues, avec une grâce qui émouvait aux larmes. Le jour de la kermesse de fin d'année, Luna devait présenter un spectacle qu'elles avaient préparé ensemble. Un conte métissé mélangeant culture française et syrienne. Marguerite avait déjà préparé sa lettre de démission, prête à partir dès le lendemain. Mais quand Luna était montée sur scène, radieuse dans son costume de princesse des 2 mondes, et qu'elle avait commencé à raconter son histoire avec cette assurance qu'elle n'avait pas 6 mois plus tôt, quelque chose s'était brisé dans le cœur de Marguerite. Les parents pleuraient, pas seulement d'émotion, mais de fierté. La mère de Luna, qui ne parlait pas français, comprenait pourtant que sa fille était en train de construire des ponts entre 2 cultures, 2 langues, 2 mondes. Et soudain, Marguerite avait compris. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un hasard. C'était son travail, sa passion, son don. Elle avait le pouvoir extraordinaire de révéler aux autres leur propre lumière. Et en fuyant chaque fois que cette lumière brillait enfin, elle privait non seulement ses élèves d'une continuité précieuse, mais elle se privait elle-même de la joie de voir ses œuvres s'épanouir pleinement. Après le spectacle, alors que les parents venaient la remercier, que Luna lui sautait dans les bras en criant « Maîtresse, tu as vu comme j'ai bien parlé français ?» Marguerite avait pris une décision. Elle avait déchiré sa lettre de démission. « Je reste », avait-elle annoncé à la directrice, surprise. « Je reste parce que je commence enfin à comprendre que fuir mes succès, c'est comme nier l'existence de mes élèves. Chaque victoire qu'ils remportent est aussi la mienne. Et j'ai le droit, non, le devoir, d'en être fier. » Les années qui avaient suivi avaient été les plus belles de sa carrière. Non seulement elle était restée dans cette école, mais elle y avait développé une méthode pédagogique révolutionnaire qui avait fini par être adoptée dans toute l'académie. Elle avait écrit des livres, formé d'autres enseignants, donné des conférences. Mais surtout, elle avait appris à savourer chaque petit miracle quotidien. Malik, qui découvrait le plaisir de la lecture. Fatou, qui osait enfin prendre la parole. Ahmed, qui réconciliait ses parents grâce à un exposé sur l'histoire de leur pays d'origine. Aujourd'hui, à 52 ans, Marguerite Delacroix dirige une formation pour jeunes enseignants. Sa première leçon est toujours la même. Vous allez créer des miracles, des petits, des grands, des moyens, et vous aurez peur de ces miracles, parce que vous croirez qu'ils vous dépassent. Mais rappelez-vous ceci, un miracle que vous créez vous appartient. Vous avez non seulement le droit, mais le devoir d'en être fier, parce qu'en niant vos victoires, vous niez aussi la beauté de ceux que vous aidez à grandir. Parfois, quand elle croise d'anciens élèves devenus médecins, ingénieurs, artistes ou simplement parents épanouis, elle pense à tous ces enfants qu'elle a abandonnés en cours de route dans sa période de fuite. Mais elle a appris à transformer cette tristesse en leçon. Nos échecs aussi nous appartiennent, et ils peuvent devenir la graine de nos plus belles réussites futures. Car la plus grande victoire de Marguerite n'a pas été de transformer la vie de centaines d'élèves, même si c'est considérable. Sa plus grande victoire a été d'apprendre à s'aimer suffisamment pour rester témoin de la beauté qu'elle créait. Nous méritons nos victoires. Toutes, même les plus inattendues, même les plus éclatantes. Surtout celles-là. Cette histoire vous a touché? Vous reconnaissez-vous dans le parcours de Marguerite? Abonnez-vous à Contes et Vie pour découvrir chaque semaine des récits inspirants qui vous aideront à mieux comprendre les mécanismes de l'âme humaine et à puiser dans vos propres ressources les clés d'une vie plus épanouie. Parce que votre histoire aussi mérite d'être racontée, et vos victoires méritent d'être célébrées.